introduction à 3 parties. Premièrement, je vais rappeler quand même quelques données du Québec parce qu'on ne les a pas forcément tous en tête. Je vais ensuite parler des singularités du travail de l'atelier Pierre Thibault et je vais finir par quelques projets signifiants puisque comme Pierre finalement, qui a carte blanche ce soir, a choisi de nous parler, de son projet de l'école, du Lab École, donc c'est moi qui vais parler à sa place de ses projets. La densité de population, française est de 107 habitants au kilomètre carré et celle du Canada, enfin c'est du Québec, c'est 5,5 habitants au kilomètre carré. Donc vous pouvez vous rendre compte que le territoire par rapport au territoire français, voire même au territoire européen, est finalement relativement peu peuplé ou en tout cas pas du tout aussi dense que le nôtre et que la nature, par définition, est très présente au Québec et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas véritablement comprendre le travail de Pierre et on ne peut pas parler du Québec si on ne parle pas de son climat. Les saisons au Québec sont hyper contrastées, avec des différences de luminosité importantes, des différences de température, de précipitations. Vous avez par exemple, environ, en moyenne 3 mètres de neige par an, si vous voulez sur le Québec. Ça peut monter jusqu'à 5 et vous avez des températures d'été entre 5 et 25 degrés. Je parle de température moyenne parce que ça peut aller beaucoup bien au-delà et puis vous avez en hiver des températures qui vont de -10 à -25. Moi, j'ai retenu les visites de sites où tu fais des visites de sites avec tes clients et tu leur consacres une journée, voire plus. Et c'est une façon que tu as, de partager, un moment, fort avec un client et surtout de contempler avec lui son territoire, son terrain et l'endroit, où il a envie de vivre. Une chose qui m'avait amusé, c'était que tu avais fait une exposition à la galerie des Blancs-Manteaux et tu étais venu avec ton agence et chaque membre de l'agence, une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes, était venu avec une valise et dans cette valise, il y avait les maquettes. Tu dessines aussi, donc tu as tes carnets, tes fameux carnets où, tu dessines, tu écris des phrases, tu fais des dessins, des aquarelles. Bon bref, c'est quelque chose, je crois que tu as de l'ordre de 500 carnets, bon, une vraie collection et puis tu as écrit des livres aussi. Tu as écrit «Et si la beauté rendait heureux», notamment coécrit avec, François Cardinal qui est un journaliste, de presse dans la presse, voilà, d'architecture et puis tu fais, ça j'ai été aussi assez surpris, tu as une dizaine de podcasts, des émissions, où voilà, où tu discutes, mais tu vas, je pense, nous partager ça, dans ce qu'on va voir tout à l'heure. Bah, les projets majeurs, alors j'en ai sélectionné que quelques-uns parce qu'évidemment il y en a beaucoup. Tu as énormément de maisons individuelles, je dirais, de résidences privées, chose qu'on n'a pas forcément nous en France. Mais là, c'est vraiment, très, très important. Je crois qu'il y en a une vingtaine, plus d'une vingtaine. Alors avec des noms, évocateurs, la maison dans la forêt près du lac, la Grande Boudeuse, la maison des Abous, les Bois Francs, la Grande Passerelle, voilà. Alors que des maisons, je dirais, où il y a une relation, avec, les lacs, avec les forêts, avec le ciel, un peu particulière. Soit, ce sont des maisons, très, je dirais, très horizontales, qui se fondent, complètement, dans le territoire, soit au contraire, ce sont des maisons, qui ont des belvédères, voire des passerelles, qui permettent de voir le grand paysage et d'un seul coup, de sortir de son petit monde. Tu as aussi des projets institutionnels comme, l'abbaye, Val-Notre-Dame, qui est une ancienne, enfin qui est une nouvelle abbaye cistercienne de Saint-Jean-de-Math, qui veut être l'expression de l'harmonie et de la simplicité intérieure que recherchent les moines cisterciens dans leur vie quotidienne. Donc c'est un gros travail qui a été fait sur la sobriété et sur la lumière zénitale pour créer en fait une ambiance, de recueillement. Moi j'ai dans ce projet-là, j'ai retrouvé, Fernand Pouillon pardon, dans, Les Pierres sauvages donc je trouve ça, voilà, ça m'a renvoyé à ça. Et puis, on ne peut pas comprendre le travail de Pierre si on ne sait pas, qu'il fait des installations artistiques. Voilà, donc je vous invite en fait au voyage, ce soir et bon Pierre, Archinov est heureux de te donner carte blanche. Alors pour moi, la vie d'architecte, je la trouve quand même fascinante parce que pour moi, c'est la rencontre.
on a plusieurs vies. J'ai fait un monastère, donc avec des moines, ben, c'est 5 ans de ma vie. Alors, c'est quand même incroyable. Donc, j'ai vécu avec les moines. J'allais passer des séjours de plusieurs jours avec eux pour comprendre. Puis, c'était un processus assez long parce que les décisions avec les moines devaient être prises à l'unanimité. Donc, des fois, je pouvais passer plusieurs jours parce qu'il y en avait un qui était un peu, je dirais, récalcitrant, là, qui ne voulait pas la couleur de. Alors là, il fallait revenir à la charge pour. Mais c'était. J'ai tellement appris de ces gens, c'est encore incroyable. Une autre chose, c'est mon introduction, puis je pense que ça va un peu dans le sens de ce que je vais vous présenter. J'ai tellement appris de mes enfants. J'aurais pu venir vous parler de tout, de l'ensemble de mes projets. En fait, on est une petite équipe, là, nous, on est une douzaine, donc j'ai jamais voulu qu'on soit plus que 12. Parce que, comme je viens d'une famille nombreuse, j'ai l'impression que mon atelier, c'est une famille. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de gestion à faire. Tout le monde s'entraide. Donc, ça simplifie les choses. Alors, l'autre élément que j'ai aimé, puis tout finit par se relier, bien évidemment, c'est que j'enseigne aussi. Je suis professeur à l'Université Laval à Québec. J'ai enseigné dans plusieurs universités. J'enseigne aux États-Unis au MIT pendant quelques années, mais c'était pas tellement bon pour les GES de se déplacer. Alors, on, on essaie de limiter, même si on comprend que parfois, pour échanger, pour rencontrer les gens, c'est important de déplacer. Je pense que pour les architectes, d'être dans un environnement singulier, je pense que c'est un grand, grand révélateur. Donc, c'est pour ça que j'ai croisé même tout à l'heure quelques anciens étudiants. On a beaucoup, l'Université Laval, d'échanges avec la France, donc avec plusieurs des écoles d'architecture. Donc, j'enseigne beaucoup en troisième année. C'est l'année d'échange. Donc, 75 de nos étudiants de la troisième année sont en France. Et on a donc... alors, j'ai beaucoup d'étudiants français. Donc, c'est pour ça que quand je me balade pour mes conférences, j'en vois. Mais maintenant, j'en vois aussi qui viennent me voir avec leurs enfants. Alors, je parlais avec eux, ça faisait 20 ans qu'elle était stagiaire. Donc, quand même, les années passent, mais je pense que tout ça était exceptionnel. Donc, de se balader, d'avoir la chance de rencontrer des gens comme ça une- à plusieurs reprises, c'est très, très formateur. Alors, je vous raconte, aujourd'hui, je vais vous parler du Lab École, puis j'ai dit, je vais me concentrer sur ça parce que sinon, ça va être un peu. Et ça semble. J'avais jamais pensé mettre autant d'énergie dans ma vie sur un projet de laboratoire pour l'école contemporaine. Quoique je crois énormément, pour moi, c'est fondamental pour une société, l'enseignement, comment on grandit. Et pour moi, ça a été un choc négatif. Puis c'est drôle, il y a presque un traumatisme. Mes parents, l'enseignement, l'école, c'était important. Donc, quand ma mère est venue me conduire à l'école la première journée, j'ai été un peu catastrophé, là. C'était des pavés avec une boîte, pas d'arbre, avec une clôture autour. Donc, comme enfant, je me suis dit, mais j'avais pas encore cette appellation-là, mais je me suis dit, c'est un univers carcéral. J'ai dit, c'est pas possible d'apprendre dans un univers comme celui-là. Je me dis, quel univers ingrat. Donc, je pense aussi, quand on est architecte, on est peut-être un peu hypersensible par rapport à l'environnement. Donc, j'étais toute l'histoire du Lab École commence. J'ai écrit un livre. Jean-Luc, je pourrais laisser l'exemplaire Alors, Et si la beauté rendait heureux? Alors, j'ai écrit ce livre qui est une visite, en fait, de certains projets que j'ai fait avec François Cardinal, qui est journaliste, maintenant l'éditeur principal du principal quotidien, c'est un hasard, à Montréal, qui s'appelle La Presse. Et on a terminé notre entretien, en fait, à Copenhague. Donc, une ville où je vais depuis de nombreuses années. Et on est allé visiter une école dans, dans ce livre. Et j'étais vraiment, tous les deux, on se demandait si on n'avait pas rêvé parce que tout le monde avait le sourire. L'école était sur le bord d'un canal, il n'y avait pas de clôture. Tout le monde arrivait en vélo. Il y avait un microclimat incroyable, orienté sur le sud avec de la végétation. Les enfants, les professeurs, tout le monde mangeait ensemble. Et
Je me suis dit, on est retourné le lendemain. J'ai dit, écoute, tout ce que je rêve pour une école, je l'ai retrouvé dans cette école-là. Puis je me rappelle, là, il y avait un petit amphithéâtre tout petit. Puis à un moment donné, je rentre dans cet amphithéâtre-là, puis tous les enfants sont couchés, les yeux fermés. Je m'approche, je parle au professeur, mais qu'est-ce que font les enfants? Ils sont en train de rêver. Alors je lui demande, ils rêvent souvent comme ça. Oui, oui, une fois par semaine, je les amène. Mais il me dit, ce qui est intéressant, c'est bien le rêve. Mais après, ils doivent raconter leur rêve. Et c'est là que ça devient plus intéressant. Parce qu'il y en a qui sont nuls en mathématiques, mais pour raconter leur rêve, ils sont formidables. Alors donc, ça permettait, on se rendait compte à chacun des enfants de pouvoir développer ses compétences. Quelqu'un que je connaissais qui était dans les écoles depuis longtemps, qui s'appelle Pierre Lavoie, qui est un athlète, mais a décidé que les enfants devaient bouger beaucoup. Alors, il crée un événement chaque année et il investit les sommes qu'il trouve pour permettre aux enfants de bouger davantage dans les écoles. Il a dit, Pierre, écoute, il faut faire quelque chose. Moi, je vais dans les écoles, c'est désastreux, l'environnement. Donc, j'ai rencontré Pierre. J'ai dit, écoute, je faisais déjà depuis 2 ans un atelier à l'école d'architecture avec mes étudiants sur l'école. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Et j'avais couplé des étudiants en pédagogie avec des étudiants en architecture. Donc, dans l'atelier, il y avait 2 étudiants en architecture, puis un étudiant en pédagogie, et ils avaient à réaliser une école primaire. Alors donc, avec Pierre Lavoie, et on s'est dit, ça prend quelqu'un aussi, parce que si on veut, parce que l'enseignement, l'environnement, c'est bien pour l'enfant, pour l'enseignement. Donc, bien sûr, de bouger, c'est important de bouger. Et c'est important aussi de bien manger. Et ce qu'on s'est rendu compte rapidement, on a fait des comparables, et on s'est rendu compte, par exemple, j'étais allé au Danemark, que l'espérance de vie en santé, par exemple au Danemark et au Québec, il y avait un écart important. C'est-à-dire que l'espérance de vie générale est à peu près identique, mais l'espérance de vie en santé, là, on parle de bien des années. Et ce qui est important dans ça, c'est que cette période où on n'est pas en santé, mais on vit, elle coûte très cher à la société. Parce que les coûts de santé, donc, comme tout le monde se déplace à pied, vous avez vu le Danemark, le transport actif est très important. Alors, c'est depuis l'école, donc c'est intégré. Alors, et l'alimentation, c'est la même chose. Donc, leur espérance de vie en santé, la période où ils sont malades est très courte. Donc, ce qui permet, dans cet état-là, d'avoir environ, par rapport au PIB, la portion qui est en santé, en éducation, à peu près égale. Au Québec, c'est 2 fois plus qu'on met en santé qu'en éducation. Alors donc, on met moins en éducation qu'eux, mais on met beaucoup plus en santé pour guérir des gens en fin de vie. Alors donc, il y a un choix quand même sociétal là-dedans. Donc, on a dit un cercle vertueux. Est-ce qu'on peut commencer à créer les meilleures conditions, de faire en sorte que l'école soit le départ pour faire en sorte qu'on puisse inverser cette... alors, c'est extrêmement important. Donc, on s'est dit, on va aussi commencer avec les enfants. Donc, ces schémas-là étaient là. Ce qu'on a commencé, c'est on voulait que l'enfant soit bien, bien sûr, lui-même, avec les autres, puis avec son environnement. Donc, on a découvert, par exemple, en Suède, que pour chaque élève, il devait avoir 1 mètre de nature autour de l'école. Donc, on a créé d'abord 3 chantiers et chacun d'entre nous était un peu assumait la direction. Donc, bien sûr, il y avait l'environnement physique. C'est moi qui ai pris ce chantier. Le mode de vie sain actif, c'est Pierre Lavoie qui a fait en sorte qu'on puisse comment organiser, puis on verra tout à l'heure par des ateliers, comment on s'organise pour que les enfants puissent bouger davantage. Puis l'alimentation, en fait, qui est un chef très réputé au Québec, qui a accepté, on lui a posé la question, est-ce que tu veux venir avec nous pour le lab école? Alors, il a dit oui, tout à fait. Alors donc, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait, tous les 3. Donc, on a dit, on fait ça bénévolement, tous les 3. Donc, il y aura absolument, tout notre temps sera bénévole et même toutes les dépenses, il y a des voyages et tout. Alors, on assume tout. Alors, et donc, ça nous a mis dans une position, on dit, on part ce laboratoire-là, mais là, on avait besoin d'argent. Et c'est là qu'on voit où il y a des fois excusez-moi l'anglicisme, je vais le dire, mais des timings. Alors, on est allé voir écoutez, l'ami de ma fille, je parlais de mes enfants, il se trouvait que sa meilleure amie, sa mère était sous-ministre à l'Éducation. Donc, on a le ministre de l'Éducation, mais en dessous, vous avez en France un grand directeur. Donc, c'était
Alors, j'ai dit, par ma fille, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait aller rencontrer cette directrice pour lui proposer notre projet de créer un laboratoire pour réinventer l'école contemporaine? Pour vous donner un exemple, le programme architectural de l'école primaire tient sur 2 à 4 depuis 50 ans. Il a été inchangé quand on a commencé. Vous imaginez? Il y a des milliers de personnes, 2 feuilles à 4. C'est le corridor, des classes de chaque côté. Ça s'arrête là. Ça ne doit pas avoir plus que 2 étages. Puis beaucoup de stationnement, beaucoup de stationnement autour. Comme je dis, c'est le même programme. Et l'effet, c'est que on était plutôt dans la répétition du même plan. Euh, qui est suivant, le Québec est très différent. Donc, vous allez du nord au sud, vous voyez la dimension du Québec. On reprenait sensiblement, mais des fois, c'était carrément, exactement, l'architecte reprenait le même plan qu'on allait implanter dans une autre région. Et ce qui a été un peu le déclencheur, avec la sous-ministre et les gens, on a demandé, on a un niveau inférieur en plus, parce que des fois, on aime ça avoir des gens, on a des centres de services, alors qui s'occupent, parce que les écoles primaires, c'est pas comme en France, ce n'est pas du niveau municipal, les fonds et la direction viennent toujours du ministère. Donc, ils sont loin un peu de... Comme le territoire ils sont loin de leur... alors, il n'y a pas de... il y a pas de lien direct. Donc, à ce moment-là, on est allé visiter, puis on a demandé à un centre de service, montrez-nous la meilleure école que vous venez de faire, là. Donc, je vous remonte, on s'est impliqué plus longtemps. En 2017, on est allé voir une école près de la ville de Québec. C'est un boisé formidable. Tous les arbres avaient été coupés. On avait mis exactement ce que j'avais connu bien des décennies avant, du pavé, un drain au milieu, plus aucun arbre. J'étais sidéré. 2017, j'ai dit, on en est encore là. Je ne comprenais pas comment c'était impossible de changer les choses. Donc, nous, on a dit, on veut faire des prototypes dans le milieu urbain, dans un milieu agricole, rural, dans des villes. On veut aussi agrandir des écoles. Donc, on veut faire plusieurs, parce qu'il y a plus de 2000 écoles au Québec. Et elles ont été faites principalement autour des années 60, où il y a eu le baby boom, comme tout le monde. Donc, on s'est retrouvé avec des constructions très, très, très rapides. Et moi, je suis né un peu au pic de cette... alors, donc, on a réussi à créer ce lab école-là et on a fait un appel dans les centres de services. Il y en a 70 au Québec pour faire les 5 écoles. Et le ministère a la grande surprise parce que je pense que le ministre était là pour... on a eu 40 centres de services qui ont dit, nous, alors on voulait des gens innovants. On demandait 3 conditions pour les écoles, puis les gens, les centres de services devaient nous soumettre un dossier pour qu'on puisse les choisir. Donc, on voulait une direction motivée. On voulait des liens forts avec la communauté. Donc, il y a aussi des groupes communautaires qui soient... Et on voulait aussi, ce qui n'était pas le cas, qui n'est pas le cas, que la ville soit aussi un acteur important de l'école. Et la chose aussi importante, on voulait dire que le directeur de l'école, parce que les directeurs arrivaient à la fin, soit nommé au moment de la programmation, c'est-à-dire dès le départ, la direction d'école soit choisie. Alors, et on a fait ce qui n'existait pas non plus, un comité école pour chacune des 6 écoles, en fait, alors sous lequel siégeaient des enfants, des parents, des professeurs, alors des gens de la communauté, de la ville et tout. Donc, c'est ce comité, alors on a formé ces comités-là, qui allait développer avec l'assistance du Lab École le programme parce qu'on voulait sortir le même programme partout. On voulait que chacune des écoles puisse choisir un programme qui lui soit attitré. Donc, ça, c'était un élément important. Et c'est là que le fait d'enseigner a pour moi été je dirais probablement un facilitateur pour le Lab École. Ce que j'ai fait avec mes étudiants et qu'on a poussé plus loin, c'est qu'on avait réinventé le vocabulaire scolaire. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, pour chacune des composantes de l'école, chaque groupe d'étudiants devait étudier la classe, l'espace pour manger, l'autre l'espace bibliothèque, l'espace pour bouger, les seuils, les vestiaires, les tout. Parce que ce qui est assez incroyable, Jean-Luc le mentionnait tantôt, on a, puis maintenant avec les changements climatiques, c'est
ça peut facilement être plus 30, 35, puis moins 35. Alors, vous imaginez, alors les enfants, le corridor servait également de vestiaire. Donc, vous imaginez les enfants qui rentrent tout en neige, enneigés, ils font le cheminement partout, donc il y a de la neige, il y a de l'eau qui fond, la boue. Alors, les corridors devenaient... alors, ça prenait un concierge à temps plein pour nettoyer, dans toutes les écoles du Québec, tu imagines, nettoyer tout ce qui a été... alors, c'est pour ça qu'on a étudié, comme on l'avait vu au Danemark, que les vestiaires soient à l'entrée de l'école et qu'après ça, on puisse se balader. Et en même temps, donc, on a étudié tous ces éléments-là, qu'il y ait des entrées aussi pour chacun des niveaux. Alors, on a fait, et j'ai utilisé énormément, ce qui était bien, dès le premier été, on a pris tous les étudiants de l'école d'architecture qui avaient été dans mon atelier ou d'autres pour faire des maquettes. Parce que ce qu'on souhaitait faire pour chacun, là, je vous parle seulement d'un, mais on a fait ça pour toutes les composantes de l'école. On a fait des maquettes et on faisait des journées de rencontres avec les enfants, avec les parents, avec les enseignants pour savoir quelle est la... Alors, pendant la journée, ils se promenaient, ils allaient à la station classe, il y a la station espace pour manger, et là, on était là pour, à ce moment-là, prendre leurs commentaires. Parce qu'on expliquait, dans ce cas-là, c'est toutes les relations entre les classes, parce qu'une des composantes importantes, c'est favoriser la collaboration, comment sortir de la classe. Donc, il y avait, bien sûr, il y avait les placettes, mais il y avait aussi les corridors d'apprentissage. Donc, on a tout transformé les éléments. Puis on pouvait à ce moment-là montrer aux enfants, puis aux enseignants, quelles pouvaient être les différentes formules de entre deux classes, comment on permet à des classes, à des niveaux, de pouvoir collaborer ensemble. Et l'idée était de diminuer un peu la superficie de la classe pour augmenter tous ces espaces de collaboration. Et l'idée, c'était d'initier, probablement que vous avez cette pédagogie différenciée, c'est-à-dire donc on faisait en sorte que l'enfant se baladait. Donc, c'est une pédagogie où le professeur est moins, bien sûr, il fait un peu de présentation, mais tout se fait sur des stations. Donc, l'élève, l'enfant se promène pendant toute la journée. Et cette pédagogie différenciée-là, c'est assez phénoménal parce que le meilleur professeur, là, vous avez eu, là, rappelez-vous du meilleur professeur que vous avez eu à l'école primaire, il peut avoir 40 de ses élèves qui ont 80 d'attention. Ça, c'est le meilleur professeur. Imaginez, il y en a qui sont moins bons, il perd rapidement ses étudiants. En pédagogie différenciée, c'est facile d'avoir 80 des enfants qui ont 80 d'attention. C'est bien évident parce qu'ils font des petites stations de 15-20 minutes. Donc, ils sont à un atelier de lecture, ils sont là, ils sont un acteur, ils sont 3-4. Ils s'en vont à un autre atelier de mathématiques. Après ça, c'est le faire. Donc, ils se baladent, ils s'entraident entre eux. Le bon en mathématiques va aider les moins bons. Donc, le professeur, et je suis admiratif de ces professeurs qui réussissent comme ça à guider tous les enfants, à faire en sorte que, au lieu d'avoir, comme je l'ai connu dans mon enfance, d'aller chercher sa copie, le premier est applaudi, puis le dernier, on dit, toi, le cancre, encore. Alors donc, où on démotive les enfants, ces ateliers-là, un peu comme on le fait en Finlande, vous le savez, qu'il n'y a aucune note qui est donnée aux enfants à l'école primaire. Donc, ça permet d'avoir à ce moment-là que tout le monde soit valorisé, un peu comme les compteurs dans l'amphithéâtre, comment on fait une pédagogie qui valorise tout le monde, qui n'exclut pas les enfants. Donc, on a fait énormément d'ateliers, on a fait dessiner les enfants, on a gardé leur dessin, on a associé ça. Donc, on avait, vous voyez, je suis avec mes deux collègues, la photo a été prise il y a déjà un certain nombre d'années. Je vois que alors, les trois, on a pris un peu d'âge, mais on a fait ça avec les enfants. Et on s'est baladé aussi pour rencontrer tous les comités qu'on avait fait pour chacune des écoles. Et ce qu'on a fait aussi, on faisait se rencontrer à Québec, au Lab École, tous les comités pour voir comment évoluait leur programme architectural. Donc, comment est-ce qu'on modifiait le programme dans chacune des écoles en fonction des besoins spécifiques de chacune de ces écoles-là. On a appris énormément de ces rencontres. Puis quand on regarde pour modifier un programme pour toute une génération, c'est quand même peu de temps.
Et pour nous, ce qui était aussi facile, comme on était indépendant du ministère, on avait toute la latitude pour inviter. Bien sûr, les gens, les centres de services étaient invités pour chacun, parce que ce qui était intéressant de ça, ceux qui ont voulu faire partie du LAVECA, ben, c'était les gens les plus motivés. Donc, toutes ces équipes-là étaient très motivées. Donc, mais on avait toute la latitude pour engager le personnel. Donc, on pouvait prendre des étudiants. Les gens étaient là pour une courte période de temps. Donc, ça nous permettait d'avoir toujours des gens impliqués. Et on avait aussi des grands comités de suivi où des professeurs, des directeurs, on leur présentait le résultat de l'avancement de nos rencontres. Donc, on a appelé ça la recherche-création. Donc, en train de se faire, on mobilisait en fait les ressources de toutes les écoles. Donc, j'étais vraiment impressionné de voir parce que le directeur qui, lui, continuait à avoir la direction de son école prenait déjà du temps pour se sensibiliser à tout ça et s'organiser, qu'on soit euh, euh, bien, comment dire, qu'on prenne bien en compte sa communauté. C'est là où de voyager est important, de rencontrer les gens sur place. Donc, je suis allé avec mes étudiants, mais je suis allé. Euh, D'abord, on a visité des écoles québécoises. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'innovation, elle venait par des groupes extrêmement motivés qui réussissaient. Puis, comme disait mon collègue Ricardo, l'école parfaite, elle existe, mais elle est en morceaux. Il y a le plus beau jardin communautaire à telle école, il y a la meilleure cuisine dans une telle autre, il y a le meilleur terrain, espace extérieur, la plus belle forêt. Mais ce qu'on s'est dit, c'est comment maintenant on peut essayer de faire en sorte que toutes ces initiatives soient regroupées et connues. Ce qu'on se rendait compte aussi, c'est que toutes ces initiatives étaient peu diffusées et peu connues. Donc, ça, c'était... Alors, on faisait avec des membres, pas tous les membres, mais on voulait que chacun des membres des comités soit présent pour aussi faire en sorte que, bien sûr, on faisait des présentations, mais il n'y a rien de tel que être ensemble pour des voyages comme ça. Je veux dire, à la fin de la journée, on, on mange ensemble, puis qu'est-ce qui nous a intéressé, qu'est-ce qu'on a vu. Donc, ça a permis. Alors, ce qui est aussi important de dire, c'est que le Lab École, pendant 8 ans, c'est l'équivalent de 5 personnes à temps plein. Donc, pour tout repasser ça, c'est une somme tellement petite qu'on voit que quand on regroupe l'énergie on peut réussir à faire euh, énormément, puis on peut motiver des personnes. Je trouve que dans ce cas-là, les voyages ont été assez incroyables. Il y en a une qu'on est allé voir au Danemark. Il n'y a pas de mur en école. Donc, tu te dis, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, alors, c'est des élèves qui nous ont fait visiter cette école à Copenhague. Alors, comment les aménagements sont faits, comment les enfants, et ce qui est assez incroyable, et c'est ce qu'on s'était rendu compte, une des dimensions extrêmement importantes qui était complètement en dehors des radars dans nos écoles, c'était l'acoustique. Toutes les surfaces étaient réfléchissantes, et même Pierre Lavoie a révélé que tous les professeurs qui enseignaient le sport dans l'école étaient sourds au moment de la retraite. Parce que dans les gymnases, il n'y avait aucune surface absorbante. Donc, ils étaient tellement sollicités. Alors, il était, lui, scandalisé. Donc, mais aussi partout, de façon à ce que permettre aux enfants de collaborer. Ils chuchotent. Ils peuvent parler, ils peuvent parler ensemble parce que c'est pas dans une école comme les autres, c'est que les surfaces sont tellement réfléchissantes que si on veut se faire entendre, ben, il y a un effet crescendo, on parle, ça devient... Et l'autre élément, c'est que les enfants sont immobilisés. Nous, on s'est dit, ce qu'on va faire, on va faire des concours ouverts, donc anonymes, pour permettre à tous les architectes de pouvoir proposer leur candidature, en fait, leur proposition pour les écoles. Donc, encore là, je ne prendrai pas tout le temps, mais donc, avec toutes les maquettes, on a fini par développer les incontournables qui ont guidé, et on a une publication, je l'ai apportée aujourd'hui, Penser l'école de demain. Donc, on a 9 publications comme ça. Donc, une, c'est sur l'école. Il y en a une, c'est sur la cour, parce que le processus qu'on a fait pour les éléments intérieurs, on l'a fait pour l'extérieur.
Donc, on a interviewé les enfants. Le mobilier, il n'y avait rien qui était fait pour le mobilier. Publication sur le mobilier, sur l'alimentation, sur le déplacement à l'école, parce que tout ça, le transport scolaire, tu vois, des fois, tu dis, on est complètement dehors, coûte 1 milliard de dollars par année, parce qu'on on a réussi à faire changer ça aussi. Les terrains pour les écoles, on a découvert plein de choses, là, comme ça, petit à petit, étaient donnés. Alors, un promoteur faisait un développement immobilier et c'est lui qui décidait où allait aller l'école. Alors, le promoteur donnait le pire terrain au mauvais endroit, qui entraînait beaucoup de transport scolaire. Alors, le coût du transport scolaire, c'était environ chez nous, là, plus de 100 000 € par autobus. On allait dans des écoles où il y en avait 10, 15, simplement parce que l'école était mal située, parce que c'est le promoteur qui décidait. Alors, on a demandé et on a fait, c'est là comme on était en dehors, on a fait de la pression pour que maintenant, ce soit les municipalités qui choisissent les sites en fonction de leur localisation pour éliminer le transport scolaire. Vous imaginez juste la position de l'école faisait qu'on sauvait, mais en plus, avoir des enfants qui sont comme ça, 1 heure par jour, ils marchent à l'école. Et j'étais bien placé, comme je vous l'ai dit dès le départ, je marchais à 8 km par jour dès mon plus jeune âge. Donc, les normes actuelles de 800 mètres puis 1,3, 2 fois par jour, moi je le faisais 4 fois, on s'est dit, il y a un peu de changement. Donc, on dit, dans ces nouvelles écoles-là, on va aussi modifier les façons de se déplacer à l'école, bien sûr sans obligation. Tout ça, c'est fait avec le temps et les comités de parents, de dire comment on peut changer les dispositifs. Donc, vous voyez, une grande structure, les gens bien intentionnés, là, font en sorte qu'on a toutes ces choses-là qui ont des répercussions énormes sur la santé des gens, sur un enfant qui arrive à l'école qui a marché, il est complètement différent qu'un enfant qui a été dans des corridors où il y a la neige partout, ça sent un peu, alors qu'il y a son seuil qui est avec les gens de son âge qui peut déposer dès l'école. Alors, donc, on a changé, mais même la localisation. Et l'autre chose qu'on a changé, on s'est rendu compte en visitant nos écoles, qu'il n'y avait pas de budget dédié pour la cour. Alors, les projets de construction, les budgets dépassaient constamment. Donc, ce qui faisait qu'on se ramassait avec ces cours du pavé, rien d'autre. Alors, on a exigé, c'est là où publiquement, on a demandé que maintenant, il y ait un budget dédié parce que dans nos interviews avec les enfants, le lieu que les enfants aimaient le plus à l'école, c'était la cour. Alors, on n'investissait presque pas et on a tout développé avec eux. Puis ce qu'ils aimaient le plus dans la cour, qu'il n'y avait pas, des arbres. Numéro 1 chez les enfants. Numéro 2, des tables pour pouvoir manger à l'extérieur, des buttes, tout ce qu'on n'avait pas. Alors, des choses très, 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 très simples. Et on s'est rendu compte aussi, en étudiant avec les enfants, que ces grandes cours en asphalte faisaient que les jeux, c'était le basket, le foot et tout, qui est joué par à peu près 20 des enfants, mais qui prenait 80 de la superficie de la cour. Alors, on a tout modifié de façon à ce qu'un enfant puisse avoir des arbres, des endroits pour manger, pour pouvoir collaborer, pour jouer à différents jeux. Donc, on a fait notre publication sur l'école et toutes ces publications-là sont en ligne. Donc, elles servent bien sûr pour le Québec, pour le Canada. J'étais à Toronto la semaine dernière pour une conférence un peu du même. Alors, de façon à permettre qu'on puisse bonifier nos environnements. Alors, on a eu 165 propositions pour 5 écoles. Donc, c'était du jamais vu. Il n'y avait pas eu de concours dans les 50 dernières années pour l'école. Jamais de concours pour les écoles. Vous imaginez, on répète à peu près le même plan. Et il n'y a pas de jury, tout ça. Donc, alors, on a eu, et on a fait d'ailleurs une publication de ces 165 propositions. Et ça a permis à ce moment-là de permettre à des nouvelles agences, parce que la plupart des lauréats se sont retrouvés avec des nouvelles agences. Donc, je vais vous présenter brièvement les projets. Bien sûr, je ne présenterai pas toutes les écoles aujourd'hui, mais pour voir un peu où est-ce qu'on était. Donc, l'école était 2 étages, un toit plat, un seul volume. C'était l'école traditionnelle. Donc, on est allé, donc, une des écoles qui a été lauréate à Shefford. Donc, c'était aussi un peu particulier. C'est une municipalité de 10 000 habitants qui n'avait pas d'école. Donc, les enfants étaient voyagés constamment en autobus.
Alors, on a retrouvé une place pour l'école. Donc, euh, cette école-ci, voyez-vous, était dans un quartier résidentiel. Donc, on a fragmenté la proposition en différents volumes pour les écoles, pour les enfants de chacun des niveaux. Euh, alors, avec une grande cour comme une maison, donc avec des grands balcons qui donnent sur cet espace. Alors, ça, c'était la proposition du concours. Bien sûr, Jean-Luc en a fait. Alors, la cour l'hiver, c'est complètement différent de l'été. Donc, c'est ce qu'on a aussi trouvé intéressant de voir comment on utilise alors des puits de lumière. Et vous voyez aujourd'hui le résultat. Bon, là, c'est une photo prise à l'automne avant les feuilles, mais vous voyez où le décor est extrêmement incroyable. C'est dans un grand boisé où on a gardé la majorité des arbres, les petits amphithéâtres. Vous voyez le gymnase avec la forêt qu'on voit depuis les lieux pour les enfants, pour la détente. Donc, on a vraiment l'utilisation, vous voyez, du bois aussi pour la structure. Donc, et un très grand rapport avec l'extérieur, diversité, bon, et cuisine. Alors donc, on a, et c'est ça qui était intéressant de voir la différence. Et actuellement, on a un groupe de recherche en, en pédagogie, mais avec des architectes de 5 universités, dont une université française, une université suisse, qui sont là pour étudier. Ils ont rencontré les enfants dans l'école avant qu'ils soient déplacés dans les labs-écoles pour voir quels sont les impacts sur la réussite éducative des enfants d'être dans un environnement euh, bienveillant. Et avec cette pédagogie-là, donc, on a eu des résultats préliminaires au printemps. Donc, cette étude-là continue pour voir quels sont les effets. Donc, c'est un investissement euh, important. Alors, on a donc un autre projet ici qui est au Saguenay. Alors, deux écoles, voyez-vous, qui ont eu quand même ici, mais dénivelé. Alors, c'est pour ça que le plan type n'est pas intéressant. Il y a dénivelé d'un côté, il y a un étage, 2 étages, mais ils ont retrouvé aussi cette idée des petites maisonnettes, tout en bois, avec le passage sur la cour. Vous voyez la diversité des espaces. Donc, vous voyez qu'on n'est plus le grand terrain de foot ou de basket dans la cour. Donc, on a réussi à aménager ce qu'on voit dans bien sûr, aussi bien des écoles françaises. J'ai eu l'occasion d'en visiter plusieurs. Donc, comme vous faites des concours, puis c'est le fait de municipalité, vous avez un échantillonnage qui est beaucoup, beaucoup plus vaste que le nôtre, mais on a réussi, nous, à faire transformer ce qui était monopolisé par un seul ministère, donc en offrant cette diversité de propositions. Et ce qui est assez incroyable, c'est par exemple, cette école-ci était le même prix que l'école standard qui était faite avec plus de superficie. Donc, vous voyez, le fait de cette maison, cette école, les écoles n'étaient pas en bois, là, alors, on a des petites maisonnettes qui sont faites en bois, mais des structures très légères, donc ils prennent minimalement de bois. Donc, c'est une échelle aussi que plus de constructeurs peuvent faire. Donc, la concurrence pour la construction était plus facilitante parce qu'on s'est rapproché de la construction résidentielle. Il faut comprendre que 95 de la construction résidentielle pavillonnaire est en bois au Québec. Donc, c'est quand même On parlait tout à l'heure, j'ai bien aimé la conférence de Dominique. Donc, le bois est très, très, très utilisé dans l'architecture résidentielle, mais beaucoup moins à cause des contraintes, si on veut, dans les édifices institutionnels. Donc, l'école, alors nous, on a favorisé énormément l'idée de l'école, de l'utilisation du bois, bien sûr, aussi de tout, l'intégration de tout ce qui pouvait être en termes de développement durable. Ce serait un autre volet que de parler de cet élément-là, mais comprenez que on regardait ça dans son ensemble. Le transport, déjà, de l'enfant demande beaucoup d'énergie sur quelque chose qui est répété. Alors, quand on prend tout, c'est bien que si on fait la bonne école, mais au mauvais endroit, qui consomme peu d'énergie. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision, comme on dit, holistique sur l'ensemble de l'environnement de l'école pour faire en sorte qu'on se retrouve avec quelque chose qui puisse
être optimisé. Euh, donc, le cadeau pour moi de toutes ces années de bénévolat, c'est que je passe couramment, ce sera la prochaine, qui est une école près de mon agence. Et c'est fascinant de voir ce que j'ai vu, des enfants souriants, un milieu bienveillant, comment l'impact incroyable de l'environnement induit tellement de choses. Un environnement de qualité, je veux dire, c'est les parents qui laissent les enfants à l'école de la même façon, les enseignants qui cuisinent pour les enfants, qui mangent ensemble, voyez-vous, c'est... Alors, le laboratoire, c'est vraiment fascinant. L'autre chose, cette école, en fait, c'est la seule qui est un peu particulière. Euh, c'est l'école de Québec, donc c'est la seule qui n'est pas allée en concours parce que le centre de service voulait absolument il y avait une école existante et le Lab École souhaitait garder l'école existante. Et on a dit, ben, on ne peut pas faire un concours en gardant l'école existante. Le centre de service, lui, ne voulait pas. Donc, on a, au sein du Lab École, fait 2 projets. Un projet en conservant l'école existante, un projet d'une nouvelle école. Et on a fait l'estimation des coûts des deux. Et c'est ça qui a été, je dirais, une très grande déception. On a une réglementation au niveau sismique qui est extrêmement contraignante, selon moi, une arme de destruction massive, qui nous amenait à faire des travaux de sous-œuvre qui ont fait en sorte que les coûts de conserver l'école existante étaient supérieurs et même nous, on souhaitait conserver le centre de service ne voulait pas qu'on dépasse. Ouais. Quand on regarde l'ensemble, d'avoir conservé l'école, même s'il y avait un écart un peu plus cher, c'était globalement, pour l'environnement, un gain. Mais on fait encore des tables comptables un peu simplistes où on veut avoir l'égalité, même si l'impact sociétal est très grand. Donc, dans cette école-là, qui est dans un milieu dense, on a réussi à faire une école sur 4 étages avec des cours sur le toit. Et les gens disaient, c'est pas possible avec la neige, les escaliers extérieurs. Donc, les plus grands enfants sont au 4e étage et ils peuvent monter par des escaliers aussi extérieurs. Donc, ça me fait tellement... ici, ils disaient que les enfants ne pouvaient pas... On faisait des écoles, j'avais demandé pourquoi, parce qu'ils disaient, bien, les enfants ne peuvent pas monter plus qu'un étage. J'avais visité préalablement une école au Brésil. L'école avait 8 étages. Alors, les enfants, leur première année d'arrivée à l'école étaient au premier, au deuxième. Alors, plus ils étaient grands, donc plus les enfants imaginaient la littératie physique, comment un enfant est en forme quand il était au dernier étage. Donc, alors, on a réussi à intégrer cette volumétrie-là. Donc, on a créé un nouveau précédent qui faisait qu'on avait une problématique pour les écoles urbaines parce qu'il fallait 2 étages, le stationnement. Donc, on était pris dans un même programme qui était inadéquat pour, pour un milieu urbain. Donc, alors, vous voyez ici maintenant l'école réalisée. Donc, on voit les cours sur les toits, l'espace central. C'est pour ça que je vous dis, on a fait pour chacun des éléments de l'école. Je ne vous montrerai pas tout le processus, mais qui était pour penser la cour, penser le mobilier. Alors, tous ces éléments, le chemin vers l'école, l'alimentation. Donc, tout ça avec 5 personnes euh, euh, rémunérées, les autres étant tous des bénévoles qui étaient autour. Donc, c'est assez impressionnant comment on peut, pour l'innovation, on se rend compte que le fait d'une petite équipe soit, je pense, le moteur de faire en sorte qu'on arrive au résultat. Donc, ces écoles-là, au Québec comme en France, on a des prix. Donc, jamais plusieurs des écoles ont gagné la médaille du gouverneur général, enfin, toutes les distinctions architecturales des projets d'architecture qu'on a su réaliser au sein du Lab École. Donc, le même, bon, les études, l'exploration, les consultations, les hypothèses, enfin. Et l'enfant a toujours été, toujours un acteur extrêmement important du travail. Et ça, c'était quand on a l'enfant autour de la table qui a 8 ans, lui, l'école, là, il connaît ça. Nous, là, ça fait déjà un moment qu'on n'était pas là, donc c'était tellement rafraîchissant de voir. On en voit aussi qui sont un peu agités autour, là, on comprend qu'il faut qu'ils bougent. Ça nous a, moi et
tous les gens, aussi bien les équipes d'architectes, d'être dans ce mode d'écoute et de collaboration. On investit de l'argent public pour énormément. Moi, je suis toujours étonné. Je le fais dans mes projets. Jean-Luc en faisait référence. On passe du temps sur les sites. On se voit plusieurs fois. Puis c'est important parce que comme les saisons, vous voyez un site en hiver avec 2 mètres de neige, puis vous le voyez en été par 25 degrés, c'est complètement un autre environnement. Comment tirer parti? Comment faire en sorte qu'on va utiliser, je ne sais pas, le solaire passif, mais on aura des arbres l'été pour la surchauffe? Comment on réussit? Alors, il faut avoir une connaissance du site. Donc, imaginez de faire des plans types qu'on répartissait sur le territoire. Et euh, ça prend des gens de l'extérieur pour réussir à modifier euh, ces environnements-là. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas voulu aujourd'hui présenter mon travail. Si vous voulez le voir, bien sûr, j'ai un site web de l'Atelier Pierre Thibault. Vous pouvez aller sur Instagram. Il y a toutes sortes de façons. Comme j'ai dit, effectivement, il y a des podcasts, des émissions. Mais je trouvais donc, alors, j'ai pris ce chapeau avec mes 2 collègues, ne pensant pas, là, il est arrivé la COVID, donc ça aussi, ça a amené, c'est ce qui a fait que ça a décalé un peu notre implication. Alors, ma vie, donc, bien sûr, mon agence, j'enseigne à l'université, puis j'avais le laboratoire. Donc, mes semaines étaient toutes à distance à pied, assez contraignantes, mais tellement motivant. Donc, on a l'impression, à un moment donné, de pouvoir un peu, je dirais, redonner euh, et dans ces échanges, on m'a dit de concevoir la cour idéale. Donc, à chaque fois, on avait tous ces acteurs dans le lab école qu'on invitait. Je trouve que pour moi, c'était une expérience euh, des plus gratifiantes avec les dessins des enfants et tout. Alors, c'est pour ça qu'on tenait bon, voyez-vous, celle-ci, on avait 369 dessins, on a 251 idées, on avait probablement vu 181. C'est incroyable comment les enfants sont des bons guides, comment on peut réussir aussi facilement à les mobiliser et de voir comment ils réussissent aussi à s'exprimer avec justesse sur des grands enjeux qui sont pour nos sociétés de demain. Donc, je suis toujours étonné comment, pour des grandes institutions, c'est difficile d'avoir une vision globale. Donc, chacun a un petit morceau, mais on n'arrive pas à... Alors, comment c'est important pour moi, pour l'innovation, de créer des laboratoires dans n'importe quel domaine, c'est tellement peu d'énergie en regard des résultats obtenus et de l'agilité que ça permet d'avoir. Donc ça, c'est une autre grande leçon. Donc ce que j'ai appris, on n'est pas allé comme avec les moines jusqu'à l'unanimité dans nos décisions programmatiques et tout, mais ça a permis de prendre en compte énormément de... Et ce temps-là, parce qu'un bâtiment va être là pendant 50 ans, il y a je veux dire, des écoles qui ont plus de 100 ans au Québec, donc c'est quand même des un impact énorme si on regarde sur la longévité de l'école. Donc, comme je dis, si on la met aux bons endroits, qu'elle devienne aussi un foyer d'échange, parce qu'au Québec, l'école est concentrée sur 181 jours. Donc, il y a 365 jours dans l'année. Donc, si l'école peut être partagée avec la communauté, vous imaginez que l'investissement, encore là, des retombées beaucoup plus importantes. Le transport scolaire, c'était pas dans le radar. Ça coûte 1 milliard. Ça a un impact énorme sur la vie des enfants et jamais ce n'était considéré dans le choix et l'emplacement de l'école. Tu dis, c'est quand même incroyable. C'est là que quand on applique des normes aveuglément, on se rend compte que puis c'est les gens qui font ces normes. Alors, moi, on le voit souvent, par exemple, avec des municipalités, je dis, les règles, les normes qu'on fait, c'est pour s'aider collectivement. Si on voit, c'est ce que j'explique aux gens avec qui vous êtes d'accord avec moi que ce règlement-là n'a pas juste un effet négatif, mais contre le bien-être collectif, comment se fait-il qu'on continue à l'appliquer? C'est un moment de ma vie un peu particulier que je voulais partager avec vous et je pense que je vais m'arrêter là, mais j'aimerais vous entendre
peut-être pour voir est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont soit réussi à pouvoir transformer les choses. Je pense que c'est intéressant de voir comment des acteurs comme ça deviennent des transformateurs ou je dirais, des bienfaiteurs pour l'espace collectif quelque part. Alors, je pense que si on se met dans cette perspective-là, je pense qu'on peut arriver globalement à faire en sorte que l'espace dans lequel on le vit soit le mieux. Parce que je pense que c'est un des éléments importants de ma vie. On n'est pas la même personne suivant l'espace où on se trouve. Si on est dans un espace, et c'est ça que les écoles qu'on a faites témoignent, c'est- on- les élèves ne sont pas pareils, les, les, les professeurs ne sont pas dans la même disposition. Et les Danois, en bon mot, disent que l'espace devient comme un adjoint. C'est comme si tous les professeurs avaient un adjoint pour l'aider, si les élèves avaient quelqu'un pour les aider, les parents. Donc, l'espace devient à ce moment-là un grand, grand facilitateur pour faire en sorte que la mission qui est donnée soit rendue, je dirais même, dans la joie plus facilement. Alors, merci pour votre attention. Je vais faire une petite synthèse rapide de notre conversation. Moi, ça me renvoie à plusieurs choses. C'est d'une part, ça me renvoie à l'école de plein air de Lodz, qui est sur le Mont Valérien. Ça me renvoie à une démarche de Thomas Corbasson avec la Maison de l'Architecture à Paris, qui fait chaque année une exposition sur la ville rêvée des enfants. Je trouve que faire participer les enfants justement à la réflexion architecturale est quelque chose d'assez intéressant parce qu'ils ont pas de limites, ils sont pas bornés, ils sont pas formatés encore par la société donc comme, c'était souligné, il y a des tempêtes d'idées et ça c'est formidable. J'ai noté que en tant qu'architecte, les rencontres bien évidemment sont fondamentales. En fait, on ne vit que de ça. Les voyages sont aussi, extrêmement importants pour pouvoir, sortir de son cadre quotidien. Je note, la multiplicité, je dirais de les vies multiples qu'on peut avoir à travers chaque projet qui nous fait, progresser et puis, moi je trouve que ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est d'avoir gommé les barrières, je dirais, entre les différentes, générations. Donc ça, c'est voilà. Alors, on constate tous, hein, parce que ce que tu vis au Québec, nous, on le vit en France, l'immobilisme total administratif, où en fait, on a des gens qui sont emprisonnés, en fait, dans des carcans, normatifs, dont ils peuvent absolument pas sortir. Là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, intervenir au niveau de la réflexion programmatique et faire un comité, je dirais ouvert, participatif, pour avoir un programme qui évolue et qui soit interactif et cetera, sur une durée un peu longue, ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce qu'à mon avis, c'est seulement à travers ça qu'on a pu, enfin, en tout cas que tu as pu travailler à la fois sur l'équilibre, la mobilité, l'espace, l'alimentation, la santé, l'éducation, le dedans, le dehors, et cetera. Toutes ces interactions et ce que je trouve remarquable et qui n'a pas été souligné, c'est que vous avez concrétisé quand même votre réflexion sous forme écrite. Et ça, pour la personne qui demandait s'il y avait, une suite, bah, oui, il y a une suite parce qu'il y a un écrit et que le livrable, en fait, est extrêmement important. Bon, voilà, je vais pas m'étendre, parce que j'aurais tellement d'autres choses à dire. Je vais simplement finir par une phrase de ton livre, que j'ai bien aimée, où en fait, qui résume assez ce qu'on a dit. C'est: «Longtemps, je me suis battu avec moi-même, car je voyais l'architecture comme quelque chose qui se distingue de la nature, voire qui la détruit. Je voyais en fait les paysages de mon enfance bafoués par des constructions neuves et je trouvais cela foncièrement injuste. Je me suis alors posé la question qui me suit depuis, comment harmoniser la présence de l'homme dans la nature? Tout est là, c'est l'essentiel et en fait, son travail que je vous invite à regarder parce qu'il fait un travail remarquable et par humilité, il n'a pas voulu, le présenter ce soir. Je vous invite à le regarder parce que c'est exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Merci, Jean. Allez, voici.